Le mois de décembre est souvent associé au bilan. C'est le moment où en général on essaie de prendre du recul sur tout ce qu'on a fait durant l'année qui vient de s'écouler. C'est le moment des rétrospectives, des bonnes et des mauvaises choses qui nous sont arrivées, et parfois des choses qu'on a vues. En 2022, j'avais fait une sorte de bilan des choses que j'ai aimées le plus, des mangas et animés que j'ai découverts, même si c'était pas forcément des choses récentes. Et vous verrez que ce sera pas le cas non plus aujourd'hui, j'ai beaucoup de retard à rattraper sur mes classiques. Et j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos qui donnent envie aux gens qui me regardent de s'intéresser à ce que j'ai découvert, toujours dans le but de parler plus de culture que simplement de manga. J'ai pas pu faire un bilan l'année dernière pour des raisons perso, mais je vais me rattraper cette année en essayant de faire mieux que la dernière vidéo de ce type, ce qui n'est pas compliqué au vu de la qualité de mes vidéos de l'époque. Ce mois de décembre sera donc exclusivement réservé aux œuvres qui ont fait mon année 2024, en commençant par ce pourquoi la majorité d'entre vous est abonné, les mangas. Je ferai des vidéos dans les semaines qui suivent dédiées aux animés, puis aux films, et enfin aux jeux vidéo. Comme ça vous pourrez choisir ce qui vous intéresse le plus. Il est d'ailleurs possible que je parle en détail plus tard, dans une vidéo dédiée, de certaines choses que je vais présenter aujourd'hui ou durant ce mois de décembre. Comme je l'ai dit plus tôt, il y aura beaucoup de classiques que je suis en train de rattraper, ou que j'ai terminé cette année, mais aussi des séries en cours ou qui viennent de démarrer, histoire de varier un peu les plaisirs. Si jamais vous avez peur des éventuels spoilers sur certains mangas que vous voulez lire de votre côté, ne vous inquiétez pas, je ne parlerai que de faits mineurs dans le pire des cas, et de choses autour du manga en question. Il y aura cependant une exception à la toute fin de la vidéo, avec un certain manga qui s'est achevé cette année, et dont j'estime que la fin ne mérite pas une vidéo à part. Dans ce cas et dans ce cas seul, je mettrai un timecode durant ce passage, pour que vous accédiez à la conclusion de la vidéo. J'espère que ça vous plaira, et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Magi a une ambiance très différente de tout ce que j'ai pu lire auparavant. Et je ne parle pas seulement des mangas, j'ai jamais vu Aladdin et je pense qu'au Japon, les univers qui ressemblent à celui de Magi doivent se compter sur les doigts d'une main. Mais en prenant du recul, c'est une force. Ça renforce l'unicité de son univers et ça peut parler à un public complètement différent. C'est donc loin d'être un défaut selon moi. J'ai commencé Magi sous la pression très forte d'un pote, mais je dois bien avouer que je suis rentré tout seul dans l'histoire. Le fonctionnement des djinns, des Magi, des rocs, de la géopolitique de cet univers est très bien expliqué. Je trouve qu'on finit toujours par comprendre les choses avec le temps, et quand on voit combien de notions il y a, je trouve que ça fait preuve d'un vrai talent pour la narration, pour la capacité à rendre fluide son histoire, de la part de Shinobu Otaka. J'ai pas fini le manga, je suis actuellement au tome 17, pour ceux qui connaissent j'en suis à l'arc de Magnostadt, à l'heure où j'écris la vidéo. Et je suis assez impatient de voir comment vont progresser les personnages. Même si je trouve que pour l'instant c'est un arc un peu en dessous des autres, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire si vous l'avez lu vous aussi. Certains comme Sinbad sont encore entourés de mystères, et je me demande quel genre de rôle ils tiendront pour le grand final. Quant aux protagonistes, ils apprennent à devenir plus forts, plus confiants, et pour certains à se connaître eux-mêmes et à quel rôle ils sont destinés. Magi a été une vraie bonne surprise alors que je savais pas à quoi m'en tenir au début. Et je pense vraiment à en parler plus en profondeur un jour, peut-être même avec Sinbad no Boken, son spin-off. Je suis un grand fan de One Punch Man. Encore aujourd'hui je trouve que c'est un manga qui réserve des surprises, il doit poser les barques de l'arc qui vient après la conclusion de l'arc de l'association des super vilains, mais il est toujours plaisant à lire. Et ce plaisir est toujours lié à la collaboration entre deux personnes, One au scénario et un certain Yusuke Murata au dessin. Les deux sont excellents dans leur partie, mais Murata est à des années-lumière de la concurrence en termes de dessin, et de productivité pour les réaliser. Et avec le temps, l'envie me prenait de me pencher sur le manga qui a participé à sa renommée, le pourquoi de sa position dans l'industrie du manga. C'est donc comme ça que je suis arrivé à lire un manga de sport, un manga de football américain qui est connu de tous, High Shield 21. Mais à vrai dire, quand je lis High Shield 21, je suis plus absorbé par l'action et par les personnages que par les dessins en eux-mêmes. Et ça m'a étonné quand j'ai pris conscience de ça, moi qui suis un bandeur de Murata. Je ne saurais pas vous dire si c'est dû au fait que ce sont les débuts du dessinateur, ou si c'est l'aspect manga de sport et la veille qui en ressort qui prend le pas sur le reste. C'est vrai que voir une équipe se constituer, progresser et finir par triompher d'adversaires toujours plus forts, c'est toujours galvanisant. Et ça, peu importe le manga et peu importe le sport. Je suis un grand fan des animés de sport pour cette raison, mais je sens que High Shield 21 aura une place particulière dans mon cœur quand je l'aurai terminé. Les personnages sont tous attachants à leur manière, même Hiruma alors que c'est probablement l'individu le plus dangereux du Japon. Je pense que Akashi de Kuroko's Basket fait pas le figure à côté de lui. Les persos essayent à travers le foot américain de se surpasser et de trouver leur voie. Je suis au début d'High Shield 21, au tome 7 actuellement, mais je pense que je comprends déjà pourquoi c'est considéré comme un classique. J'ai adoré GTO, j'ai même fait une vidéo il y a longtemps qui parle de l'animé. Et quand j'ai décidé de revoir quelques épisodes un après-midi, je me suis rappelé qu'une suite au manga original existait. GTO Paradise Lost raconte l'histoire d'un Onizuka qui, après avoir mis de son côté tous les élèves de la pire classe d'un collège avec ses méthodes radicales et peu conventionnelles, doit s'attaquer à une classe de lycée. Mais pas n'importe quelle classe, une classe de personnes ayant un lien avec le monde du showbiz. Tous les élèves dont va devoir se charger Onizuka sont a priori des futures stars, et pour les remettre dans le droit chemin, il va devoir redoubler d'imagination. Comme la série principale, le manga essaie toujours de donner une critique d'un aspect de la société, que Onizuka combat avec son impulsivité et sa bêtise légendaire.
J'ai lu les premiers tomes et pour l'instant c'est une bonne découverte. Avant de commencer cette série de livres, j'avais un peu peur que cette suite soit, comme beaucoup de suites d'ailleurs, une sorte de caricature de ce qui avait eu du succès auparavant. Mais même si je trouve que pour l'instant Paradise Lost n'égale pas le GTO original, ça reste une expérience intéressante. On y retrouve un Onizuka toujours immature, mais avec une vision du monde bien définie, qui n'a jamais peur de rien, et qui ne traite personne différemment. C'est toujours ce qui a fait la force du personnage, prêt à enseigner sa morale au plus docile des élèves jusqu'à la plus effrayante des teignes. Comme la fin du manga a été annoncée il y a peu, il n'est pas impossible que je termine ce sequel et que j'en parle un peu plus en détail sur la chaîne. Je pourrais même faire une rétrospective de tout l'univers Onizuka, avec Young GTO et tous les spin-offs qui existent, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je vais faire une toute petite parenthèse dans cette vidéo pour parler d'un manga qui n'a qu'une dizaine de chapitres. Akanabe-san est un slice of life qui raconte la relation amoureuse qui naît entre une mangaka reconnue et son assistant. Je me permets de le mentionner parce que je le trouvais sympa, mais après j'ai pas grand chose à en dire. Le manga est très récent il me semble, et je ne pense pas que j'en reparlerai un jour. Mais voilà, si vous aimez les mangas sans prise de tête, et que vous aimez les romances, je trouve que c'est une bonne propale. J'avais drop l'anime My Hero Academia quand je suis arrivé à la fin de la saison 4, après le combat contre Overhaul et le sauvetage d'Eri. J'avais quand même adoré et quelques mois plus tard, j'ai décidé de continuer en format papier. Parce que quand on veut rattraper une œuvre, ça va quand même plus vite, il faut le reconnaître. J'ai donc enchaîné avec l'arc My Villain Academia, que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il prend le temps de développer aussi le cheminement de pensée des antagonistes, qui sont tout aussi importants que les protagonistes. Et pour l'instant, je suis vraiment curieux de voir où Horikoshi veut emmener son histoire. Un peu dans la continuité de l'affrontement contre Overhaul, le manga prend peu à peu une ambiance plus sombre, et je suis content de voir que l'auteur n'a pas peur de faire ce qu'il faut pour nous immerger dans son histoire, même quand elle prend un ton grave. Horikoshi arrive à rendre importants les moments nécessaires, surtout quand l'antagoniste gagne en puissance et semble invincible. J'ai la chance de pas savoir grand chose de ce qui va se passer, donc j'espère profiter au maximum de la suite et de l'avancée des personnages, qu'il s'agisse d'Izuku ou de Shigaraki. Pour l'instant, et c'est un avis personnel, My Hero Academia n'a jamais vraiment été mauvais. Même dans les moments un peu moins importants de l'histoire, j'ai toujours trouvé quelque chose qui me donnait envie de continuer. J'espère trouver le temps de continuer et de terminer le manga l'année prochaine. J'ai hâte de voir ce que des personnages comme All for One nous réservent. Je suis assez content de ne pas être spoil de la fin, ni de beaucoup de choses en général, et j'espère juste que ça va durer le plus longtemps possible. Pas vraiment un manga que j'ai découvert en 2024, mais que j'ai terminé en 2024. Naruto est un manga qui m'a suivi pendant presque 3 ans. De ma première tentative de rattraper mon retard en animé, avant d'abandonner l'idée et de reprendre là où je m'étais arrêté en manga il y a presque 2 ans. Je vais pas m'éterniser dessus, parce que j'ai quand même fait 5 ou 6 vidéos pour détailler mon avis sur chaque partie de l'histoire, mais j'avais envie de revenir dessus une dernière fois pour la postérité. Naruto est une mine d'or de narration, qui suit l'histoire d'un petit garçon laissé en marge de la société, qui veut à tout prix prouver sa valeur et se hisser au plus haut rang de cette société en devenant Hokage. Les aventures qu'il va vivre durant 700 chapitres sont toutes plus incroyables les unes que les autres. J'estime qu'il n'y a jamais vraiment eu de sous-arc durant toute ma lecture. J'ai évoqué le cas de la fin de la 4ème Grande Guerre, mais même là j'ai trouvé qu'il y avait un problème qu'à la toute fin. Sinon j'ai passé un très bon moment à suivre les péripéties de quelqu'un qui va passer toute son adolescence à essayer de montrer ce qu'il vaut au monde, et à essayer de venir en aide au plus de gens possible. Et ça, même s'ils ne sont pas toujours de son côté. La fin de Naruto, si on l'a pas aimé, est pardonnable dans la mesure où on a apprécié les étapes qui nous ont menés à cette fin. Si vous avez apprécié ce long voyage et chaque étape qui l'a constitué, le fait que la destination soit un peu décevante n'est pas si grave. Naruto est une œuvre avec un message profondément pacifiste, mais qui présente un univers en conflit permanent, et avec des personnages qui sont marqués plus ou moins profondément par la guerre et ses ravages. Si jamais mon avis plus détaillé vous intéresse, j'ai créé une playlist avec mon analyse progressive des différents moments de Naruto. Je ne pense pas que je m'arrêterai à ces simples analyses et à mes ressentis des arcs. Je pense continuer à parler de Naruto si une idée me traverse l'esprit. C'est un monument de l'histoire du shonen, et maintenant j'ai la chance de comprendre pourquoi. Ok, on en est au point dont je parlais dans l'introduction. Je vais parler de la fin de Jujutsu Kaisen, et si jamais vous ne voulez pas être spoilé, même si j'ai pas aimé la conclusion, c'est tout à fait votre droit, vous pouvez skip à ce timecode ou cliquer sur le chapitrage pour arriver à ma conclusion. J'avais parlé de Jujutsu Kaisen au moment où l'adaptation de l'arc Shibuya avait été annoncée, et j'en avais profité pour donner mon avis sur ce moment du manga. Un arc plutôt cool qui rebattait les cartes et qui avait le don de surprendre le lecteur non averti. Shibuya était l'arc qui allait donner le ton de la conclusion de Jujutsu Kaisen. Du moins c'est ce que je croyais à ce moment-là. Après l'incident de Shibuya, qui marque la mort de certains persos, on a eu l'arc de la traque mortelle qui devait préparer la conclusion de l'œuvre de Gege Akutami. C'est un arc que j'ai aimé, même s'il était vraiment axé combat, il nous a présenté des persos charismatiques et avec des pouvoirs intéressants, donc ça promettait pour la suite. Mais la suite en question, c'est le point de rupture que j'ai eu avec le manga. L'arc de la bataille de Shinjuku était laborieux, répétitif, et je suis à 2 doigts de penser que c'est un cas d'école de mauvaise fin d'une histoire. Il a progressivement fait décrocher les lecteurs avant de se terminer de façon abrupte,
Quand les médias manga ont annoncé qu'il ne restait qu'une poignée de chapitres avant la fin définitive de Jujutsu Kaisen, tout le monde avait peur de savoir comment ça allait se terminer. Et comme on pouvait le prévoir, la fin n'est pas surprenante ni même satisfaisante. Elle ne répond pas aux questions qui ont été posées en premier lieu. Un exemple parmi d'autres, Uraume dit vers la fin que malgré toutes les personnes qui l'ont affronté pendant la bataille de Shinjuku, Sukuna n'a pas été suffisamment stimulé pour se donner à fond. Et cette phrase laissait penser que le combat allait encore prendre une autre dimension. Alors ça aurait pas forcément été une bonne chose non plus, parce que l'arc commençait vraiment à être très long. Mais quelques chapitres plus tard, Sukuna finissait par être vaincu, sans avoir révélé quoi que ce soit. Sa mort est aussi un problème, parce qu'elle implique le retour d'un personnage, et ce retour n'est pas satisfaisant non plus. Quelques indices laissaient présager que Nobara aurait pu survivre à Mahito. Le fait qu'Akutami n'ait pas dit explicitement qu'elle était morte, alors qu'il a été relativement graphique à Shibuya. C'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que le personnage revient au moment de porter le coup de grâce, sans rien qui puisse annoncer sa participation à la bataille. L'arc a eu quelques bons temps forts, je vais pas être de mauvaise foi non plus. Le combat entre Gojo et Sukuna était assez prenant, et j'ai apprécié voir Akutami jouer avec la mécanique des territoires, des sorts et de l'énergie occulte en général. On pouvait vraiment sentir que c'était deux génies qui s'affrontaient, c'est pas le problème de l'arc. La mort de Satoru Gojo était une vraie surprise, et ça j'ai trouvé que ça fonctionnait bien. Mais tout le reste était assez laborieux, et n'a pas donné une fin à la hauteur de ce manga que j'appréciais. 2024 a été une année en demi-teinte pour moi, mais j'ai découvert des vraies œuvres dans tous les médias possibles qui ont réussi à me faire voyager, et dans lesquels j'ai été littéralement absorbé. Je suis toujours aussi content de savoir que je suis loin d'avoir tout découvert, et que j'ai toujours des trésors de narration ou de mise en scène vers lesquels me tourner. Le monde du manga est un des plus riches et des plus accessibles qui soit, et je suis heureux de voir que des gens poussent toujours plus loin les limites de ce qu'il est possible de faire, pour un résultat toujours plus immersif et qui influencera une nouvelle génération de mangaka, qui créeront de nouvelles choses et ainsi de suite. Merci d'avoir regardé la première partie de cette série de vidéos, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner si c'est pas fait, et je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2.